J'ai le grand honneur aujourd'hui d'accueillir René de Cecatti, que vous connaissez bien évidemment, puisqu'il est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages. Il est à la fois dramaturge, romancier, essayiste, traducteur bien connu du japonais notamment et de l'italien. Ces essais aussi sont particulièrement appréciés. Moi j'aime beaucoup le texte concernant Violette le Duc, Éloge de la Bâtarde, et puis aussi des biographies comme celle de Pasolini. Très souvent, vous vous intéressez à des écrivains ou des personnages rebelles. Et je crois que c'est un des éléments qui est intéressant dans votre œuvre. Alors, concernant les romans, il y a de nombreux romans. Vous allez parler aujourd'hui de l'accompagnement et puis de votre dernier texte, Enfance, dernier chapitre. C'est dans le cadre de notre colloque Médecine et écriture du laboratoire Babel de l'Université de Toulon. Et ce qui me plaît particulièrement dans votre œuvre, c'est cette écriture qui est une écriture palimpseste, à la fois qui révèle et en même temps qui garde le secret. Et je vais tout de suite vous donner la parole avec cette conférence intitulée « La mort dans un livre ». Merci beaucoup. Oui, je voudrais donc devant vous réfléchir à ce qui m'a amené, disons, à écrire particulièrement l'accompagnement et le dernier livre qui vient de paraître, Enfance, dernier chapitre, et puis également un troisième livre, un peu à part, qui s'appelle Une fin, où je parle également de la mort et de la médecine, du rapport de la médecine à la littérature et à la mort. C'est un peu différent, vous allez l'entendre. En préparant cette conférence, il se trouve que je viens de traduire la Divine Comédie en français et j'ai envie de vous citer le deuxième chant de la Divine Comédie où, comme vous le savez, Dante est amené par Virgile à visiter les morts, et au deuxième chant, en entrant dans l'enfer, Dante s'adresse à Virgile et lui demande « Pourquoi moi ? Pourquoi moi, vivant, tu m'entraînes parmi les morts ?» Voilà ce qu'il dit à Virgile. « Selon toi, avant moi, est né encore vivant, franchit le pas de l'Éternel avec conscience. Mais si l'ennemi de tout mal l'a permis, il avait sujet de l'en juger, digne et capable. » Et il ajoute un peu plus loin, « Mais pourquoi moi ? Et qui me veut ? Pas plus aîné ne suis que Paul, pas même moi ne m'en crois digne. Et si jamais je te cédais, je craindrais le voyage fou. Tu en sais plus, c'est toi le sage. » Et Virgile va lui répondre et lui expliquer plus ou moins pour quelle raison lui vivant est accepté au royaume des morts. Et tout au long de la Divine Comédie, les morts, les véritables morts, s'étonnent de la présence d'un vivant parmi eux. En général, ils le remarquent par la trace des pas que laisse Dante sur le sol, ou les pierres qui bougent, puisque un corps mort n'a pas d'existence charnelle, en enfer, au paradis, au purgatoire, et ou bien par l'ombre qu'il forme, parce que Virgile est le seul, Dante est le seul qui fait de l'ombre, dont le corps fait de l'ombre, alors que tous les autres morts sont traversés par la lumière qui vient derrière eux. C'est une des images magnifiques de la Divine Comédie. Alors, je vous dis ça simplement parce que c'est une question que, évidemment, je me suis posée dans trois circonstances qui ont présidé à l'écriture de ces livres, l'accompagnement, Une fin et Enfance, dernier chapitre, puisque je suis témoin de la mort. Bon, ça n'a rien d'exceptionnel, malheureusement, pour nous tous, mais je me suis posé la question de la légitimité de mon discours sur quelqu'un qui avait disparu et qui ne serait plus là pour donner son propre avis, et dont d'une certaine manière, je vole la mort, puisque je vais la décrire, moi, en tant que témoin. Et je vais être d'une certaine manière le seul témoin. Là, c'était le cas
surtout pour l'accompagnement, pour Gilles Barbetette, qui était lui-même un écrivain. Avant cela, je voudrais simplement, comme il y a eu des philosophes qui se sont exprimés hier et des médecins, et je voudrais rappeler rapidement mon parcours, mais très brièvement, et j'ai fait des études de philosophie et j'ai opté pour la littérature. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où j'ai eu l'impression que le langage philosophique ne correspondait pas à ce que j'attendais, pas simplement de l'écriture, mais de la réflexion sur l'être humain, et que la littérature pouvait apporter quelque chose de propre, que la philosophie n'arriverait pas à apporter, et notamment, entre autres, sur le problème de la mort. Comme vous le savez, les plus grands philosophes ont écrit sur la mort. Depuis l'Antiquité à nos jours, bien sûr, tout le monde connaît les textes des stoïciens, de Marc Aurèle, de Sénèque, de Lucrèce, de Cicéron et de Montaigne. Le fameux philosopher, c'est apprendre à mourir. Et je voudrais dire vous citer le texte, là aussi, de Montaigne, en entier, enfin, ce qui suit dans ce chapitre. Voilà ce qu'il dit. Il se met derrière Cicéron, puisqu'en fait, il commente Cicéron. Cicéron dit que philosopher n'est autre chose que de se préparer à la mort. C'est qu'en effet, l'étude et la contemplation tirent en quelque sorte notre âme en dehors de nous et l'occupent indépendamment de notre corps, ce qui constitue une sorte d'apprentissage de la mort et offre une certaine ressemblance avec elle. C'est aussi que toute la sagesse et le raisonnement du monde se concentrent en ce point, nous apprendre à ne pas craindre de mourir. Il dit deux choses, Montaigne, dans ce texte. Il dit d'une part que l'activité intellectuelle et contemplative nous permet de faire abstraction de notre corps et que donc nous commençons à avoir un avant-goût de la mort où le corps ne sera plus le premier rapport au monde. Nous n'aurons plus un rapport par les sens. Et la deuxième chose, c'est de ne pas craindre la mort, qui est quelque chose de totalement différent, évidemment. L'écriture, est-ce que l'écriture littéraire donne cet enseignement-là? Moi, j'apporterai quelques nuances, parce que je pense que, bien sûr, l'écriture apprend l'abstraction et la distance par rapport au corps, c'est certain, et là en commun avec la philosophie, l'écriture littéraire, mais apprendre à ne pas craindre la mort, ça c'est autre chose. Et bien entendu, moi pour l'expérience que j'en ai, que j'ai décrite dans l'accompagnement ou dans mon dernier livre sur la mort de ma mère, qui est une mort, si l'on peut dire, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus attendue, c'est la mort d'une personne qui avait 92 ans, donc ça n'a rien à voir avec la mort d'un garçon de 36 ans, qui était le cas dans l'accompagnement, et surtout elle ne souffrait pas comme souffrait un malade du sida en 1992, donc c'est très, très, très différent. Mais il n'empêche que la description de la mort, je ne crois pas que ça apprenne à mourir. Et je ne crois pas non plus que ça permette d'évacuer la crainte de la mort. Je pense que c'est une des expériences les plus douloureuses que l'on ait, et que je pense que les médecins ne nous contrediront pas, qui sont en contact constant avec des êtres qui sont en train de mourir, que l'approche de la mort c'est quelque chose de si profondément antinaturel que le corps se défend de toutes ses forces, même si on a une grandeur d'âme, un courage, et que justement l'âme essaie de lutter, le corps est là qui va tout faire pour repousser la mort, et donc on a quand même, quand on voit quelqu'un mourir, le spectacle d'un être absolument épouvanté par ceux qui est en train de s'emparer de lui, et qui est le contraire même bien sûr par définition de la philosophie, de la vitalité. Avant d'entrer dans l'accompagnement, je voudrais dire que quand j'ai abandonné la philosophie, je suis passé par un sas, si on peut dire, un sas intellectuel, qui était mon intérêt pour un psychiatre très influencé par la philosophie, qui est Binswanger, qui est un philosophe que l'on dit existentiel, qui a fondé la Daseinsanalyse, qui est inspiré des travaux de Heidegger, enfin des travaux philosophiques de Heidegger,
et d'autres, de Kierkegaard, enfin de tout un mouvement existentiel qui précède Heidegger, et également de Husserl d'ailleurs. Et pourquoi je me suis intéressé à Binswanger? Parce que c'était un moment où justement je cherchais des débouchés de la philosophie qui ne soient pas uniquement conceptuels, mais qui soient beaucoup plus proches de la vie et de l'expérience humaine. Et au cours pendant un cours sur Heidegger, mon professeur nous avait orienté vers, qui s'appelle Françoise Dastur, qui d'ailleurs est devenue une spécialiste de la Daseinsanalyse, m'avait parlé de Binswanger, auquel certainement certains d'entre vous le savent, Michel Foucault s'était intéressé. Il avait traduit un texte de Binswanger et il l'avait préfacé. Et c'était simplement pour essayer d'entrer dans le cœur de l'humanité, de ne pas être uniquement un théoricien qui jongle avec les concepts et de manière gratuite, comme moi, à ce moment-là, la philosophie m'apparaissait. Alors, pour en venir à l'accompagnement, en 1991, j'avais un ami avec qui je travaillais, qui n'était pas mon ami, je ne vivais pas avec lui, c'était simplement un ami. Nous travaillions ensemble à la fois dans une maison d'édition qui était Rivage, où il avait fondé une collection, et j'avais beaucoup traduit pour lui dans le domaine japonais, dans le domaine italien. Et nous nous étions rencontrés en militant tous les deux, on est dans un journal politique homosexuel qui était Guépier, qui était le premier journal militant homosexuel au départ, qui était extrêmement politique, hein, qui était issu du Phare, et il y avait beaucoup de trotskistes qui militaient dans ce journal, et on s'est rencontrés à ce moment-là. Et comme beaucoup d'homosexuels, Gilles allait aux États-Unis, et comme beaucoup d'homosexuels des années 80, il a contracté le sida aux États-Unis, par des rapports multiples, par des fréquentations de drogués, enfin bon, vous savez comment les choses se sont passées aux États-Unis. Et il faisait partie, vous savez qu'il y avait tout un mouvement qui réagissait de manière assez négative aux premières nouvelles sur le sida, c'est-à-dire qu'on disait que c'était de la propagande anti-homosexuelle. Il y avait tout un mouvement, y compris d'ailleurs dans le Guépier, moi j'étais complètement révolté, qui disait que c'était de la pure propagande et que le cancer gay n'existait pas. Et malheureusement, Gilles faisait partie aussi de ceux qui, tout en étant extrêmement bien informés, parce que c'est lui qui d'ailleurs a apporté la plupart des informations médicales à Jacques Lebovitch et à Michel Kazatchkine, qui est devenu son médecin, sur les différents protocoles, etc. Et tout en étant parfaitement informé sur le sida, il y avait quand même une partie de dénégation, et qui fait qu'il a été soigné assez tardivement. Et pendant l'été 91, il avait un Kaposi des poumons, et donc qui s'est déclaré, comme c'était la plupart à ce moment-là des malades du sida mouraient du Kaposi des poumons, parce que c'était vraiment ce contre quoi on n'avait absolument aucune arme. Et il a demandé que je sois présent auprès de lui, et que, comme il avait publié plusieurs livres, qu'il n'avait pas la force de décrire. Alors ce qu'il voulait que je fasse, c'était pas de parler du sida, et d'ailleurs le mot sida n'est jamais nommé dans mon livre, mais c'était de parler de la perte d'identité en milieu hospitalier, qui était la chose la plus grave, et c'est le sens de mon livre en fait. C'est-à-dire que j'ai décrit ce qui se passait, j'ai essayé de le faire le plus froidement possible, enfin je veux dire en mettant entre parenthèses mon propre bouleversement amical, et décrire le comportement des infirmières, des internes, des médecins avec un malade. Il faut rappeler, bien sûr, à la défense de tout ce personnel soignant, qui avait une sous-information terrible, que la plupart des malades du sida n'étaient pas dans le bon service, parce qu'il n'y avait pas de service évidemment de sida. La plupart étaient soit en maladie exotique, c'était la plus grande majorité, puisque le sida était considéré comme une maladie exotique, soit dans les services où il y avait une perte d'immunité très très forte, ce qui était le cas donc là de Gilles. Gilles Barbedette était soigné par un néphrologue,
hein, parce que, à cause de la dialyse, etc., il était spécialiste des pertes d'immunité et de toutes les maladies opportunistes qui pouvaient se greffer sur un malade particulièrement vulnérable. Alors ça compliquait beaucoup les choses parce qu'évidemment le personnel médical n'était pas formé pour ça. Et brusquement avait un malade dont la contagion était suspecte, et toutes les dérives sont venues, enfin en grande partie, de la terreur du personnel hospitalier qui ne savait pas à partir de quel moment la contagion se produisait. Parfois, je rappelle que dans les années 90, on pensait que toucher la main d'un malade pouvait apporter le sida, enfin surtout souvent chez des personnels sous-informés. Je ne dis pas que les aides-soignantes d'ailleurs étaient les plus peureuses, parce qu'au contraire, souvent c'était, comme très souvent dans les hôpitaux, les aides-soignants sont les plus proches des malades et donc ont le plus grand dévouement. C'est extrêmement fréquent. Et en l'occurrence pour Gilles, bon, je le décris un peu durement, ça a été des internes qui ont été très violents. Mais là, c'est un autre problème. C'est aussi un problème d'inexpérience et de manque de formation humaine, tout simplement. C'est pas lié au sida, c'est lié simplement à la jeunesse et au fait qu'ils ont beaucoup de difficultés à être préparés à des rapports psychologiques auxquels ils n'ont pas du tout, ils ne sont pas présentés. Ce qui était évidemment extrêmement intéressant et Michel Pesachkin, qui est un homme très remarquable, a écrit d'ailleurs un livre qui a été publié par Gallimard après, qui s'appelle La consultation du soir, où il décrit toute cette population qu'il a découverte, et ça a été, c'est aussi un des sujets de mon livre, il a découvert une population qui n'était pas du tout stigmatisés comme homosexuels, marqués comme homosexuels, classés comme homosexuels, qui étaient ses patients, parce qu'il l'a découvert, et ça a été la découverte de beaucoup de gens dans les années 90, il y avait des pères de famille, des hommes mariés, qui ont révélé par leur maladie une part de leur vie qui était cachée. Ça a été ça la grande découverte, entre autres, du sida. C'est-à-dire que ça a été, pourquoi le sida a eu une aussi grande importance, c'est que ça a été une révolution du regard sur la société. Brusquement, les homosexuels n'étaient plus une communauté à part, à pratique à part, mais on découvrait, comme si c'était une nouveauté, parce que depuis que l'humanité existe, on le sait, que la sexualité a des chemins qui ne peuvent absolument pas être normés. Mais quand la maladie s'en empare, évidemment, ça prend une dimension incroyablement spectaculaire. Et tout cela, d'une certaine manière, j'ai essayé d'aborder comme ça, en passant, ce problème dans le livre, c'est-à-dire que la maladie était aussi révélatrice de toute une humanité, des défaillances de cette humanité, des difficultés que on a à la comprendre dans un milieu totalement artificiel et critique et tragique qui est le milieu hospitalier. C'est-à-dire que la maladie brusquement est révélée. C'est pour ça, c'est ce qui nous réunit ici, c'est pour ça que la maladie est un sujet privilégié pour la littérature, parce que, bien entendu, la maladie est révélatrice de quelque chose qui ne concerne pas uniquement le corps. Et c'est pour ça que les médecins qui ne s'occupent que du corps font une erreur fondamentale, parce que la mise, c'est pas uniquement ce que disait Svevo, je veux être malade, mais c'est simplement que la maladie révèle des comportements, des rapports, un courage humain, une faiblesse qu'il ne faut pas juger. Ça aussi, être lâche devant la souffrance, lâche est un terme inapproprié, mais être lâche devant la souffrance n'est pas un défaut. Il faut apprendre à reconsidérer en situation de crise ce que nous jugeons de manière beaucoup plus, parfois beaucoup trop rapide. Donc, ce livre, bien sûr, a beaucoup bouleversé mon rapport à la littérature, parce que je me suis senti responsable d'une parole qui n'était pas uniquement la mienne, alors que mon livre était intime. Mon livre partait de l'amitié, partait d'un rapport extrêmement particulier. En plus,
Gilles, que je décrivais, n'était pas un malade exemplaire. C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un qui acceptait les traitements, qui avait un rapport respectueux avec les médecins et avec les infirmières. Il était violent. Il pouvait être insultant en milieu hospitalier. Et ça, je l'ai dit. Je l'ai dit parce que je ne voulais... Peut-être que je ne l'aurais pas fait pour quelqu'un avec qui j'aurais eu un rapport d'amour. Je veux dire d'amour unique et exclusif, mais parce que j'avais un rapport d'amitié et que donc je pensais que je devais être honnête. Et même si l'attitude de Gilles n'était pas sympathique. Mais je pense que c'était important aussi de montrer que les médecins doivent être préparés à être considérés comme l'ennemi du malade. C'est une des choses les plus violentes, je pense, qu'un médecin éprouve. Comme un malade ne peut pas se battre contre la maladie, il se bat contre un être humain. Et l'être humain qu'il a, c'est le médecin, ou c'est l'infirmier, ou c'est l'aide-soignant. Et il faut que le personnel soignant soit habitué à cette situation complètement paradoxale d'être celui qui aide et qui parfois sauve la vie du malade et qui va être considéré comme l'ennemi du malade. Voilà, et c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle j'ai voulu présenter Gilles comme un personnage qui n'est pas sympathique. Parce qu'on n'est pas dans des relations normales, entre guillemets, en milieu hospitalier, et il faut se préparer à ça. C'est pour ça que l'accompagnement est aussi difficile, l'accompagnement familial et amical de quelqu'un qui souffre, en plus de la solitude de la maladie, la solitude qu'implique la maladie, et bien sûr la solitude qu'implique l'approche de la mort. Il y a cette autre solitude qui est que les rapports deviennent complètement distordus à l'intérieur du milieu hospitalier. Voilà, donc ça c'était une première approche. Et puis, le deuxième livre, je vais en parler très rapidement parce qu'il était un peu marginal, si vous voulez, par rapport à notre sujet, mais je tenais à en parler quand même, qui est Une fin. J'ai eu une relation amoureuse et passionnelle avec un médecin. Et c'est un médecin qui est entré dans ma vie, c'était un lecteur, et qui voulait absolument avoir... il avait lu l'accompagnement. Et il a voulu avoir une relation avec moi, amicale, et qui a pris une forme passionnelle en ce qui me concerne, et d'une certaine manière chez lui aussi. Et je vous parle de cela d'abord parce que j'ai parlé de sa mort dans un livre qui s'appelle Une fin, mais aussi parce que j'ai vu de près, si on peut dire, les difficultés de quelqu'un d'extrêmement sensible, qui était un médecin, et qui était psychiatre, et qui avait choisi la psychiatrie par dégoût du corps, comme d'ailleurs un certain nombre de psychiatres. C'est pas du tout une chose si fréquente, si rare. J'ai rencontré d'autres psychiatres pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que le dégoût du corps et crainte de la mort aussi. C'est-à-dire que lui, il m'avait dit carrément que, comme beaucoup de médecins, il avait dû faire il avait été urgentiste à un certain moment de sa vie, et puis de toute façon, il était de garde, et donc très souvent, on l'appelait pour des accidents, on l'appelait pour constater des suicides, la vie courante d'un médecin de garde, et il avait essayé de trouver un univers autre, où le corps serait en deuxième rang, si on veut. Et il a écrit un livre justement sur la littérature et la médecine, sur Proust, sur l'asthme de Proust, comme aussi beaucoup de médecins qui ont essayé de faire le lien entre la médecine et la littérature. Et après, ça c'était sa thèse de médecine, et après il a fait une thèse de spécialisation de psychiatrie sur la pathomimie. Et autre, qui est une pathologie intéressante, qui est la pathologie des malades qui inventent leur maladie et qui alimentent, nourrissent la maladie, souvent de manière, une véritable imposture, hein, c'est-à-dire qu'ils falsifient leur médication pour que la maladie s'aggrave, et parfois ils se lacèrent, ils se font des blessures eux-mêmes. Quand ils ont par exemple des ulcérations, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, qu'ils alimentent l'ulcération et l'aggravent pour que leur corps soit un corps souffrant.
C'est évidemment extrêmement intéressant parce que c'est ce qui rend fragile la limite entre la maladie mentale et la maladie physique. Et on voit comment, au fond, on peut aller de... Il ne s'agit pas simplement de maladie psychosomatique, mais d'une maladie qui est vraiment créée. Et il avait un doute, d'ailleurs, sur l'asthme de Proust, comme beaucoup de gens qui ont réfléchi sur l'asthme de Proust. Est-ce que c'était un asthme physiologique ou est-ce que c'était un asthme qu'il a, en tous les cas, alimenté? Ça, c'est certain, parce qu'il avait des automédications complètement délirantes, Proust. Donc ça aussi, c'était un autre problème. Mais, bien sûr, j'ai écrit ces livres pour des raisons complètement personnelles et subjectives, mais je veux dire que j'ai aussi écrit, j'ai écrit 5 livres sur cette relation, et une fin et le dernier, le premier Aimé. Et c'est pas uniquement pour parler de moi-même et d'une relation passionnelle, mais c'est aussi pour essayer de comprendre comment, en particulier chez un médecin, en particulier chez quelqu'un qui est en rapport constant avec le corps, et chez un psychiatre qui est en rapport constant avec les activités mentales, avec ce qu'elles peuvent comporter de délirant, pourquoi la littérature devient un interlocuteur privilégié. Et c'est là que moi-même j'ai commis une erreur, parce que j'ai développé une relation subjective, personnelle, passionnelle. Bon, ce sont des choses qu'on ne contrôle pas, mais ce n'était pas ce que lui cherchait. Lui cherchait une relation privilégiée avec un écrivain pour développer quelque chose d'extrêmement intellectuel, en fait, et cérébral. Et ça, c'est une des grandes difficultés, je le dis souvent. Une des grandes difficultés des relations humaines, c'est que quand on a une relation très intense avec quelqu'un, on n'a pas 36 manières de la rendre intense, on passe par la sexualité. C'est une des grandes difficultés, tant de relations intenses entre deux êtres prennent une forme sexuelle qui ne devrait pas prendre une forme sexuelle. C'est l'histoire de temps de mariage. De temps de mariage qui fait qu'un homme et une femme s'entendent à merveille, comme c'est un homme et une femme, ils couchent ensemble, ils font des enfants, et puis au bout de 20 ans, ils s'aperçoivent qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre sur ce plan-là. Donc on trouve ça tout à fait courant chez un homme et une femme. Bien sûr, ça se passe aussi entre deux hommes ou entre deux femmes. À part qu'entre deux hommes et deux femmes, avant Taubira du moins, ce n'était pas une chose complètement insérée socialement. Bon, ça, ce sont des problèmes supplémentaires qui se sont ajoutés et qui ne concernent pas notre sujet. Enfin, le troisième livre est particulier, bien sûr. C'est un livre que j'ai consacré à mon enfance. Donc l'essentiel du livre ne concerne pas notre sujet. C'est sur mon enfance. Il y avait longtemps que je voulais écrire sur mon enfance. J'avais fondé une collection qui s'appelle Eau d'enfance, qui est entièrement consacrée aux souvenirs d'enfance. Donc je pensais qu'à un moment ou à un autre, je devrais le faire. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, ma mère a commencé à devenir assez fatiguée. Et donc, j'ai pas pu, j'étais très préoccupé par son vieillissement, par sa perte de mémoire progressive. Elle n'a jamais eu Alzheimer, mais elle a eu une perte de mémoire qu'on appelle l'amnésie antérograde, qui est une perte de mémoire immédiate, qui est très très fréquente bien sûr chez les personnes âgées, qui parfois n'est pas pathologique quand les personnes âgées sont accompagnées et entourées, et qui devient très très inquiétante évidemment quand la personne est seule. Ce qui était le cas de ma mère, elle n'était pas complètement seule, mon frère habitait à côté d'elle, mais dans la vie quotidienne, même une demi-journée est trop de solitude pour une personne qui n'a pas la mémoire immédiate, puisqu'il y a un moment où elle ne sait plus si elle est le jour ou la nuit, elle ne sait pas si elle a mangé, elle ne sait pas si elle a fait sa toilette, etc. Donc ce sont des problèmes évidemment dans la vie quotidienne extraordinairement graves. Et donc, j'ai arrêté mon livre, j'en ai écrit d'autres, et puis je l'ai repris, et au fond, ce livre, je l'ai écrit la dernière année de la vie de ma mère, où elle était dans une maison de retraite,
parce qu'elle ne pouvait absolument plus être autonome, et mon frère, habitant près d'elle, allait la voir tous les jours, et moi je suis allé c'était dans le sud de la France, enfin pas loin, à Montpellier, et moi j'habite à Paris, et donc je venais le plus souvent possible pour aller, pour être présent et pour lui donner l'illusion que dans sa maison de retraite, elle était chez elle, illusion qu'elle avait plus ou moins selon les moments. Et donc là, pour ce qui concerne notre sujet, j'ai décrit quand même ce qui se passait dans une maison de retraite. Et même une maison de retraite plutôt bien tenue et avec la présence familiale. Bon, c'est très compliqué. Parce que, évidemment, la perte d'identité amenée par le milieu hospitalier s'ajoute à la perte d'identité de la grande vieillesse. Et donc n'est pas une réponse. Bien sûr, c'est une réponse quotidienne, ça empêche le danger le plus immédiat, puisqu'il n'y a pas de risque d'incendie, il n'y a pas de risque de gaz laissé ouvert, il n'y a pas de tous les risques que l'on connaît quand une personne âgée est seule. Et puis surtout parce qu'il y a un suivi médical minimum qui est assuré, puisque les maisons de retraite, pour la plupart, il faut le rappeler, ne sont pas des hôpitaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médecin, il y a un médecin qui est responsable, mais c'était le cas de la maison de retraite où était ma mère. On s'est aperçu que le médecin qui était responsable, qui était le référent des infirmières, était à la retraite depuis une vingtaine d'années, et donc n'avait pas le droit de signer de prescription, n'avait pas le droit de donner d'ordre, et c'était en fait, les infirmières le savaient parfaitement. Et donc, évidemment, quand l'approche de la mort est arrivée, c'est devenu dramatique, parce que chaque famille doit avoir un médecin référent qu'il fait venir, et nous, notre terreur, c'était qu'il y ait une crise en notre absence, et qu'on appelle le SAMU. Et si on appelle le SAMU, évidemment, et qu'il y a une situation critique, on amène immédiatement à l'hôpital, et que donc là, on n'est plus aucun contrôle de la situation. Ma mère ne voulait absolument aucun acharnement thérapeutique. Et là, c'est l'autre grand sujet qui se profile, qui est la fin de vie. C'est-à-dire comment la législation en France continue, malgré la loi Leonetti, à être terriblement hypocrite, puisque tout est dans le non-dit et continue à être dans le non-dit, même s'il est admis, et c'était le cas pour ma mère, qu'on fasse appel à une équipe de soins palliatifs, puisque le médecin, donc nous n'étions en rapport qu'avec SOS Médecins, et SOS, évidemment, le médecin décrivait l'état physiologique et clinique de ma mère, qui était en l'occurrence une pneumonie qui ne pouvait pas être jugulée par les antibiotiques. Le corps était complètement rétif à tout traitement antibiotique. Et donc, il a fallu à un certain moment que le médecin, en plus, il y a eu un début de myélome, donc c'était une situation catastrophique. Et le médecin des soins palliatifs était un type tout à fait honnête, qui a donné de la morphine, mais avec beaucoup de réticence. Et comme vous le savez, on ne peut pas donner une dose létale. Donc c'était extrêmement compliqué. Ma mère finalement est morte, si l'on peut dire, de mort naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu intervention de la morphine, mais de la morphine en dose mortelle. Il y a eu de la morphine, bien entendu, mais ça crée une situation terrible pour le milieu familial, parce qu'il y a malgré tout une culpabilisation à la fois de ne pas faire échapper à une souffrance, parce qu'il y a quand même il y a eu quand même 2 ou 3 jours de très grande souffrance à laquelle on a assisté, et après culpabilisation de vouloir hâter cette mort. Même si, encore une fois, ça n'a pas été le cas, mais on l'a souhaité d'une certaine manière. Donc là, je vais essayer de parler uniquement en tant qu'écrivain. Je veux dire, quelle est la position
de quelqu'un qui écrit en parlant à la fois de ce problème moral et d'un problème extrêmement intime, qui est un rapport filial. Parce que mes 3 livres, je les place vraiment sous l'angle de la subjectivité la plus totale. Hein, ce premier livre, L'accompagnement, est complètement commandé par l'amitié dont je vous ai dit les limites et ce qu'elle permet. Le deuxième, Une fin, est sous le regard, si on peut dire, de l'amour passionnel, avec ce que ça comporte d'injuste et d'impartageable, d'une certaine manière, parce que le rapport que j'ai eu avec lui, personne d'autre l'a eu que moi, et n'aurait pu avoir un raisonnement analogue. Et ce dont je parle dans mon livre, dans le dernier, c'est un rapport filial. Alors le rapport filial, évidemment, est beaucoup plus partagé par les lecteurs. C'est-à-dire qu'un lecteur qui voit le récit d'un livre sur la mort d'une mère le comprend, parce qu'il l'a vécu, il va le vivre, et c'est un problème absolument universel. Mais avec certaines limites, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas écrivain et tout le monde n'écrit pas sur la mort de sa mère, et donc il y a quelque chose de très violent, de très impudique, de très moralement suspect. Dans problème que j'ai eu moi-même avec mon frère, par exemple. Mon frère est lui-même écrivain, et Jean, il s'appelle Jean Pavant, Jean n'aurait jamais pu écrire sur notre mère comme je l'ai fait. Et donc, non pas qu'il me le reproche, mais il voit à quel point nous sommes différents dans cette approche, alors que lui-même a été très très proche d'elle pendant 25 ans. Ça, c'est aussi un autre problème. Et je crois, hier Jean-Christophe Ruffin l'a abordé, à propos du secret et à propos du sentiment de trahison qu'il aurait à parler directement de gens qui se reconnaîtraient. Bien sûr, c'est un problème que tout le monde a en littérature. On sait que la trahison est quasiment intrinsèquement liée à la littérature. D'où la difficulté, en effet, pour un médecin de s'exprimer, d'où la difficulté, d'ailleurs, les psychiatres, qui sont obligés de parler de cas, et qui donc trahissent, évidemment, les confidences qui leur ont été faites. Freud, s'il n'avait pas trahi le serment d'Hippocrate, n'aurait pas eu d'œuvre, tout simplement. Donc, on est obligé de trahir, et je pense que c'est un des problèmes fondamentaux de la littérature sur la médecine, ce soupçon de trahison, d'exhibition aussi, d'exhibition de la douleur, et la douleur de soi et la douleur de l'autre, et qui invalide le discours littéraire aux yeux de certains médecins. Il y a quelque chose... Moi, quand l'accompagnement est sorti, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai refusé toute interview, j'ai pas voulu en parler. En public, c'était absolument impossible pour moi. Et ça a été beaucoup plus tard que j'ai pu en parler, une fois que j'ai eu l'écho des lecteurs, et puis quand j'ai su que mon livre était étudié dans des écoles d'infirmières, enfin bon, tout ça, où brusquement le livre est devenu plus distant, et je me suis rendu compte que finalement, il avait pu servir à quelque chose, comme prise, comme tout livre qui a quelques lecteurs, comme prise de conscience. Mais je continue moi-même à ne pas me sentir bien, d'une certaine manière, par rapport à ce livre, comme ce livre, évidemment, sur ma mère. En fait, c'est pas un livre sur ma mère, mais ma mère est très, très présente à travers le livre. Donc, j'ai cessé de m'interroger sur la trahison que ça pouvait impliquer, même si, dans le cas de ma mère, comme d'ailleurs dans le cas de Gilles, il s'agit d'une personne qui avait un rapport avec la littérature très important. C'est-à-dire que, autant c'est difficile de parler, par exemple, d'une mère ou d'un intime qui n'aurait pas avec la littérature un rapport profond et intime,
quand on sait que la littérature était très importante pour la personne, c'est tout à fait différent, parce qu'on peut s'estimer ne pas être à la hauteur, mais ça ne veut pas dire que on déplace la personne de son lieu. C'est-à-dire que la littérature était le lieu de ma mère. Donc, alors qu'elle perdait complètement la mémoire, d'ailleurs, elle connaissait par cœur des poèmes qu'elle récitait jusqu'à la fin dans sa chambre, ce qui fascinait complètement les aides-soignantes et les infirmières, parce qu'elle a une très très grande mémoire littéraire. Et donc ça veut dire qu'elle avait elle-même lutté contre sa dégradation physique par le souvenir de la littérature. Et donc le fait de la mettre dans un livre, elle savait que j'écrivais sur mon enfance, et donc elle me disait « J'espère que tu ne dis pas de mal de moi », mais bon, je disais ça pas en plaisantant, bien entendu, mais je veux dire que c'était un lieu, disons, naturel. Voilà, donc je conclurai là, et simplement pour peut-être un dernier mot sur le deuil et la consolation, puisqu'on a posé plusieurs fois cette question au cours de la journée d'hier. Qu'est-ce que la littérature peut apporter en matière, disons, affective? Je pense que sur un plan personnel, bien sûr, la lecture peut être absolument fondamentale, le partage de l'expérience d'une autre personne, d'un autre regard, d'une autre intelligence est fondamental. Pour l'écrivain, ça je n'y crois pas. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'un écrivain trouve une consolation dans le fait d'écrire. Il est, enfin, parlons, je vais utiliser la première personne, il s'agit de moi. Je pense que, bien sûr, je suis heureux d'avoir fait un travail, mais ça, comme n'importe quel travailleur qui est heureux d'avoir réussi quelque chose qu'il voulait exprimer, ou qu'il voulait créer, ou qu'il voulait faire, tout simplement, comme un chirurgien qui a réussi une opération. Voilà. Mais un chirurgien qui a réussi une opération et qui était terriblement malheureux en amour ne va pas à la fin de l'opération dire finalement ma vie est heureuse. Et au fond, pour l'écrivain, c'est la même chose. Je veux dire même s'il parle de cet amour qui le rend malheureux, même s'il parle de la personne qui est morte et qu'il a fait un tombeau, comme certains journalistes ont dit de mon livre, un tombeau, oui, mais on n'a pas besoin d'un tombeau. Je veux dire, on n'a pas besoin d'un tombeau pour se consoler soi-même. Et donc, ça aussi, c'est la limite de la littérature, parce que je crois, là aussi, c'est une des grandes ambiguïtés du rapport de la médecine et de la littérature. La médecine ne peut pas se contenter d'ambiguïté. Elle ne peut pas dire à quelqu'un « tu es à la fois malade et pas malade ». Alors que la littérature est fondée sur l'ambiguïté. Elle est fondée sur l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas avoir un discours direct, univoque. C'est ça qui rend aussi difficile, d'ailleurs, l'analyse des textes, comme on l'a fait hier, l'analyse des textes médicaux d'un point de vue littéraire. Est-ce qu'à partir du moment où un texte médical devient littéraire, est-ce qu'il n'y a pas un soupçon qui est fait sur la véracité et la scientificité du texte? Alors qu'évidemment, en littérature, l'ambiguïté n'est pas une manière d'invalider le texte, au contraire. Et dire « j'ai échoué » à la fin d'un livre ne signifie pas que le livre est raté. Ça veut dire que la réflexion a apporté une conscience des limites du travail. C'était l'ambiguïté, vous savez, je ne sais plus lequel des tomes des mémoires de Simone de Beauvoir, quand elle dit à la fin « j'ai été flouée ». Et on a dit, vous voyez, elle-même, elle reconnaît que toute sa vie est ratée. Non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'elle s'est servie justement de son livre pour voir les limites même de la conscience qu'apporte la littérature. Je pense que c'est ça une des grandes forces de la littérature, et d'admettre ses limites, d'admettre ses faiblesses. Et c'est justement pour ça qu'elle peut être utile à des sciences pures, disons, ou comme la médecine. C'est-à-dire qu'un médecin
et je pense que les vrais médecins ont besoin justement de littérature pour ça, il y a un rappel des limites de la science. Et qu'il y a un terrain qui doit être appuyé, approfondi par d'autres personnes qui ont d'autres sensibilités et qui ont aussi des ignorances.